Yekui. Notre interview va porter sur Dimambari Mbok. Pour commencer, Dimambari, parlez-nous un peu de vous. Mon nom est Dimambari Mbok. Je suis d'origine camerounaise. Je suis né à Yaoundé il y a une quarantaine d'années maintenant parce que j'ai 40 ans. Voilà, Yaoundé c'est au Cameroun, c'est un pays d'Afrique occidentale. Bon, on dit Afrique centrale, mais le Cameroun se situe sur le golfe de Guinée. Et voilà, ça fait un nombre d'années maintenant que j'ai quitté mon pays parce que j'ai quitté le Cameroun après mon bac pour poursuivre mes études. Et puis voilà, c'est mon pays d'origine. J'ai une filiation en fait de Bassa paternelle et Wondo ou Beneux, filiation maternelle. Peuples en fait qui sont essentiellement établis au centre-sud du Cameroun. Voilà. Je suis écrivain, historien, conférencier, auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui portent sur les humanités classiques africaines, ce que j'appelle en fait les humanités fondamentales. Et cela fait déjà quelques années en fait que je travaille dans ce sens. Mon œuvre porte essentiellement sur les rapports que l'Égypte antique entretient avec les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara, donc les peuples d'Afrique noire. Ces dernières années, je me suis quand même spécialisé dans le domaine des hiéroglyphes, parce que je travaille beaucoup dans ce domaine, car il me semble que c'est un outil extraordinaire pour appeler au jour précisément cette civilisation, cette culture africaine qui a besoin de se manifester dans nos lieux dans ce que j'appelle nos lieux de souveraineté, parce que l'Afrique est orpheline un peu de son histoire du fait des développements historiques récents. Et il est question pour nous de réhabiliter cette histoire, de nous réapproprier ce patrimoine. Et l'outil de la langue à travers les caractères sacrés égyptiens est un outil essentiel de ce point de vue. Quels sont les intellectuels noirs qui vous inspirent? En termes d'auteurs, naturellement, je citerai bien sûr Cheikh Anta Diop, qui est pour moi un père spirituel, parce que il a en fait changé le cours de ma vie. Fréquenter ses œuvres a été pour moi une occasion de remise en question. Et depuis, je n'ai pas été déçu. Les lectures suivantes n'ont fait que conforter le sentiment qui naissait à la lecture de ces ouvrages. Donc aujourd'hui, je suis assez fier d'avoir connu une époque où cet auteur avait donc des productions, parce que ça n'a pas toujours été le cas, puisque nous sommes encore dans son temps, bien qu'il soit décédé dans les années 80, nous sommes encore dans son temps. Et j'estime que nous gagnerons tous à nous familiariser avec son œuvre. À côté de cela, naturellement, il y a des figures importantes. Joseph Antonin Firmin, qui pour moi a beaucoup compté, parce que c'était un auteur, on va dire un anthropologue haïtien, qui a écrit un ouvrage important de l'égalité des races humaines, où en fait il répond à la rhétorique racialiste ou raciste, si on veut, de Gobineau. Et c'est un ouvrage que j'ai lu il y a quelques années et qui m'avait profondément interpellé en fait. À côté de cela, il y a aussi des personnages, des artistes comme Bob Marley, pour ne citer que lui. Je pourrais, la liste est longue, mais je citerai comme ça des figures qui me viennent à l'esprit immédiatement, parce que ce sont des personnages qui ont fait preuve d'humanisme dans leur parcours de vie et qui constituent pour moi des modèles. Naturellement, pour ce qui concerne l'histoire singulière du Cameroun, il y a des auteurs comme Mongo Betty, qui est un auteur très important dans la littérature africaine et en particulier au Cameroun. Il faudrait donc le savoir. C'est important pour moi de citer ces personnages, mais il ne s'agit pas simplement de les citer, car en les citant, j'invite ceux qui s'intéressent à ces questions d'approcher ces auteurs par leurs œuvres et naturellement de comprendre en fait pourquoi ils restent dans la mémoire du peuple noir et pourquoi ils comptent en fait dans l'histoire de l'intellectualisme, ou en tout cas dans l'histoire intellectuelle du monde noir, du monde tout simplement. Voilà. C'est ce que je peux dire, parce qu'il y a plusieurs choses que je pourrais dire, mais je n'aimerais pas être long, parce que ça peut s'éterniser. Il y a plusieurs personnages qui me viennent à l'esprit, mais ceux-là suffisent
pour situer un peu l'univers dans lequel je me trouve. Dites-nous un peu plus sur vos travaux, vos réalisations. Alors, ça fait un certain nombre d'années maintenant que je travaille dans le domaine des humanités classiques africaines ou humanités fondamentales, parce que c'est la même chose. Et j'ai publié mon premier ouvrage en 2010, il s'intitulait Le Dieu noir. Et à la suite de cela, naturellement, j'ai publié plusieurs ouvrages qui portent effectivement sur les rapports que l'Égypte antique entretient avec les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Donc une trentaine actuellement, donc je ne pourrais pas tous les citer, mais j'en ai ramené quelques-uns, dont les plus récents. Les plus récents portent essentiellement sur la figure d'Osiris. Donc c'est un ouvrage en 3 tomes qui présente en fait ce personnage que l'histoire appelle en fait Osiris, qui est en fait la pierre angulaire de la civilisation égyptienne ou la pierre angulaire de la civilisation tout court. Et l'ouvrage s'intitule Le Dieu Osiris dans les langues négro-africaines, parce que j'ai voulu en fait ressortir en fait les aspects de cette divinité qui s'attachent aux traditions africaines à travers notamment le vocabulaire qu'il mobilise au sein des langues africaines. Voilà. Ce qui n'est pas toujours fait, donc pour moi c'est important d'approcher cette question par ce biais, parce que cela permet en fait de familiariser le public, les afro-descendants en particulier, de les familiariser à ce que j'appelle en fait les humanités fondamentales, parce que Osiris occupe de ce point de vue une place essentielle en fait dans la description de l'histoire de la civilisation, tout simplement. Mon premier ouvrage publié est Le Dieu noir. Il a été publié en 2010. C'est une anthologie, c'est-à-dire un recueil disons, un commentaire de texte en quelque sorte, parce que cet ouvrage a l'avantage en fait de rassembler plusieurs textes qui ont été publiés par plusieurs auteurs évidemment, et qui traitent essentiellement donc de ce que j'appelle la grandeur et la décadence du peuple noir. Et je fais à la suite de cela donc des commentaires. C'est un ouvrage qui a été salué en fait par la critique, salué par le public. Et chaque fois que je participe à des rencontres, on a souvent l'avantage de me rappeler cet ouvrage, parce qu'il compte pour beaucoup de personnes en fait. Et je suis relativement fier quand même d'avoir pu écrire cet ouvrage. Et il est actuellement disponible donc sur les principaux sites de vente de livres, notamment Amazon, mais plus spécifiquement le site lulu.com. Lulu.com, qui est la plateforme sur laquelle en fait je publie l'essentiel de mes œuvres. Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser ces travaux ? Je suis arrivé à ce travail par le questionnement et le goût pour l'histoire, l'anthropologie, les langues. Voilà, essentiellement cela. Et naturellement, il y a eu des auteurs qui m'ont orienté vers cette voie. Je citerai par exemple Théophile Obenga ou le professeur Cheikh Anta Diop, qui sont, de mon point de vue, en fait, des fondateurs de la nouvelle science africaine, parce que leurs travaux dans le domaine de l'histoire, notamment, et puis des rapports que l'Égypte antique entretient avec les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara, va compter dans les siècles à venir, car mon sentiment est qu'on trouve là en fait l'école de demain. Donc j'ai voulu m'associer à cette odyssée, que je qualifie d'odyssée du savoir, et consacrer en fait le temps de vie qui est mien à la réhabilitation de l'histoire du peuple noir, raconter aux Africains et aux Afro-descendants leur véritable histoire. Voilà, donc c'est essentiellement les motifs qui m'ont conduit à m'intéresser à ce corpus. Il faut dire que c'est plutôt dans le monde anglo-saxon que je vois arriver des progrès, parce que la littérature africaine, après Cheikh Anta Diop et éventuellement Théophile Obenga, plafonne un peu, on doit pouvoir se le dire, parce que le traitement qu'on fait des humanités classiques africaines tarde à toucher ce qu'on pourrait qualifier de masse, c'est-à-dire tarde à être popularisé en quelque sorte, ça reste un peu élitiste, et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aborde ce corpus précisément avec le souci de rendre intelligible pour tous ces humanités classiques africaines, parce que ce n'est pas toujours évident, on peut le comprendre, mais l'idée
c'est que chacun puisse, où il se trouve, avoir une vision relativement claire et relativement juste du passé africain, de la naissance de la civilisation et des acquis dans ce domaine pour ce qui concerne le continent africain et au-delà. Parce que naturellement, lorsqu'on parle de la civilisation ou de l'Égypte antique, cela naturellement dépasse très largement le cadre africain, parce que l'Égypte antique est semée aux abords de la Méditerranée et le monde occidental aujourd'hui est très largement redevable des conquêtes assumées par cette civilisation extraordinaire. Donc l'idée pour moi, c'est simplement de rendre intelligible ce corpus, et de ce point de vue, c'est sûr qu'il y a naturellement un travail qui sont faits par des auteurs d'ici de là, on peut le dire. Par contre, on doit également reconnaître que ce travail tarde à être popularisé parce que aujourd'hui, c'est encore un effort que d'avoir accès à ces éléments, parce qu'il faut quand même faire un ensemble des recherches, ce genre de choses. Ce n'est pas encore à l'école, ce n'est pas encore à l'université, et c'est souvent par intérêt personnel, généralement, que les gens arrivent à lire Cheikh Anta Diop, par exemple, ou même mes ouvrages, pour ne citer que cela. Donc moi, je souhaite que cela soit institutionnalisé. Je sais que ça viendra, mais naturellement, on est toujours impatient de voir les choses positives se produire. Mais voilà, c'est ce que je peux dire de ce point de vue-là. Quels sont les défis auxquels les Noirs doivent faire face? Les défis sont importants. Les défis sont même majeurs parce que on annonce, les démographes annoncent une population croissante en Afrique et bientôt 2 milliards d'habitants. Donc les défis sont énormes du point de vue de l'éducation, parce que l'éducation conditionne en fait la marche et le succès d'un projet civilisationnel. Donc c'est essentiellement moi ce qui m'interpelle à l'heure où je questionne l'avenir. Parce que naturellement, on peut parler d'un avenir immédiat, mais je ne suis pas dans l'immédiateté. Mon travail n'est pas nécessairement une réponse au jour le jour, mais c'est une réponse institutionnelle, c'est-à-dire qui projette, qui lance des ponts vers l'avenir et appelle un avenir meilleur pour le peuple noir d'abord et partant pour l'humanité tout simplement, parce que l'Afrique, de mon point de vue, conditionne beaucoup de ce que c'est que la marche, ou en tout cas conditionnera beaucoup de ce que sera le monde de demain. Donc il est important que les Africains soient de ce point de vue conscients de ce qu'ils sont, conscients de leur culture et de la place qu'ils peuvent occuper dans le théâtre universel. Voilà. Donc moi c'est essentiellement cela, mais le défi démographique interpelle, parce que l'éducation doit être à la hauteur précisément de ce défi. Et pour ce qu'on voit jusqu'à présent, eh bien, on peut quand même se dire qu'il y a encore un ensemble de choses qui doivent être faites dans ce sens-là. Voilà. En quoi est-ce que votre travail répond aux besoins du peuple noir? La particularité du travail que je conduis depuis quelques années maintenant, et pour ce qui concerne précisément les caractères sacrés égyptiens, est d'avoir su mettre au jour le lien que ce corpus entretient avec les langues africaines. Ça, on peut quand même le dire, car avant le travail que nous conduisons dans ce domaine, ce lien, même s'il avait été déjà entrevu à travers le travail notamment du professeur Cheikh Anta Diop, lorsqu'il publie Parenté génétique en 1978, eh bien, depuis cette époque, on peut quand même estimer que le travail que nous faisons précisément à travers ce que j'ai appelé la méthode Kuma, on aura certainement l'occasion d'y revenir, eh bien, montre le lien que les caractères sacrés égyptiens entretiennent précisément avec les langues africaines modernes. Et pour moi, c'est une véritable conquête, parce que l'objectif
en tout cas le bénéfice de cette manière de concevoir la civilisation égyptienne à travers ses productions est précisément de déplacer le centre de gravité de cette civilisation vers le cœur de l'Afrique. Et je ne fais que suivre en cela les recommandations du professeur Cheikh Anta Diop, qui pensait que l'Afrique ne sortira en fait de son état de léthargie intellectuelle qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Et c'est précisément ce qui est en train de se produire, car on voit bien qu'à travers ce traitement des caractères sacrés égyptiens, eh bien, tout revient à la surface. Et nous appelons au jour la médecine, les mathématiques, la philosophie, la spiritualité, en fait, un ensemble de choses qui vont être utiles pour l'Africain de demain, pour l'Africain qui est en train de se reconstruire en fait. Et c'est cela réellement le bénéfice que je trouve dans le travail que je conduis en ce moment. Vous avez créé une méthode qui s'appelle Kuma. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Le mot Kuma, c'est un mot qui au sein des langues africaines signifie, enfin, les langues du Soudan occidental, donc le Mali, la Guinée, c'est un mot qui se rapporte à la parole, au verbe dire, la parole. Et c'est aussi le nom d'un oiseau, un échassier qu'on appelle ibis en français, qui est l'oiseau qui a été consacré à une divinité majeure du panthéon égyptien qu'on appelle Thoth, qui est le maître de la parole divine, celui qui passe pour avoir inventé les hiéroglyphes précisément. Donc c'est un hommage en fait que je rends à cette ancestralité africaine à travers ce mot Kuma, que la plupart des langues africaines connaissent. Ce mot peut signifier parole, dire, rythme, proverbe, histoire, bref, un ensemble de choses qui se rapportent essentiellement à la vibration. Voilà. Et qui est en fait le concept auquel s'attache cette figure, cette divinité qu'on appelle Thoth en égyptologie. Voilà. Donc, c'est en lisant en fait un ensemble d'ouvrages et dans le cadre de mes recherches, qu'il y a quelques années, j'étais tombé sur un passage d'un auteur grec qui s'appelle Diodore de Sicile, qui a vécu, disons, autour du 1er siècle avant l'ère actuelle, où il rappelle en fait que l'intelligence des caractères sacrés égyptiens ne repose pas sur un procédé alphabétique ou syllabique, mais sur ce qu'il appelle la signification métaphorique. C'est quelque chose qui m'a interpellé parce qu'en réalité, jusqu'à présent, en fait, le traitement qu'on fait des caractères sacrés égyptiens est essentiellement fondé sur l'alphabétisme en fait, puisqu'on fait ce qu'on appelle une translittération, c'est-à-dire qu'on attribue des valeurs alphabétiques aux caractères sacrés égyptiens. Donc c'est le traitement habituel. Et ce qu'il disait prenait à contre-courant précisément cette manière de considérer les caractères sacrés égyptiens. Et j'ai souhaité donc comprendre ce qu'il entendait par signification métaphorique. Et c'est chez Aristote, qui est un compatriote en fait de Diodore de Sicile, qui est également grec, qu'on comprend ce que le grec entend par métaphore. Parce que dans une œuvre d'Aristote, il définit la métaphore comme étant le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Ce qui revient à définir en fait ce que la langue française appelle l'homophonie. Et c'est dans le traitement des hiéroglyphes en fait que j'ai compris que l'homophonie était la clé, le ciment qui unissait les signes au sein d'une même graphie. Et cette manière de concevoir le travail dans ce domaine a été soutenue d'ailleurs par un ensemble d'auteurs importants, notamment Alan Gardiner, qui dans sa grammaire égyptienne évoque déjà la naissance de cette écriture. Il a soupçonné que cette écriture était née par le fait de ce qu'il appelle le rébus ou la charade en fait. Voilà. Et c'est quelque chose que nous décrivions déjà, sans même avoir connaissance précisément de ces passages chez Alan Gardiner. C'est quelque chose que nous décrivions déjà dans notre travail, parce que nous avions eu le sentiment que le rébus, en fait, était un outil essentiel pour comprendre le début des caractères sacrés égyptiens. Je souhaite également citer un auteur martiniquais qui nous a quittés il y a quelques mois. Il s'appelle Alain Ancelin, qui, dans un ouvrage intitulé « L'oreille et la cuisse », précisément, parle également du début de ces caractères sacrés et rappelle effectivement la place que l'homophonie a dû avoir dans ses débuts. Bon, naturellement, il ne savait pas encore pour pouvoir décrire en fait le mécanisme. Et la méthode Kuma précisément a eu l'avantage de décrire le mécanisme par lequel l'homophonie intervient dans la lecture des caractères sacrés égyptiens. Et c'est ce que nous faisons. Donc pour moi, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est un tournant décisif dans ce processus de réhabilitation de cette civilisation et de réappropriation par les peuples
qui vivent actuellement au sud du Sahara, mais de ce patrimoine qui a été constitué dans la vallée du Nil par leurs ancêtres. Voilà. Les formations ont débuté il y a quelques années, les formations à la méthode Kouma, en fait, mais ça va bien au-delà de la méthode Kouma en soi, parce que c'est une formation en fait qui porte essentiellement sur les principaux piliers de la civilisation égyptienne. Okay. Naturellement, cette formation a comme support les caractères sacrés égyptiens, puisqu'il faut bien lire les caractères sacrés égyptiens pour pouvoir parler de cette civilisation et non en parler en roue libre, car il faut toujours appuyer son discours sur des faits, et les faits naturellement sont soutenus parce que cette civilisation a su produire. Donc voilà en fait de ce dont il s'agit. Elle a débuté en Martinique il y a quelques années maintenant. C'est sûr que depuis cette époque, il y a plusieurs sites, plusieurs villes en fait, ou plusieurs pays, on va dire, qui ont accueilli cette formation. Donc notamment la Guadeloupe déjà, ensuite en France, à Marseille, à Paris, en Allemagne bientôt, en Côte d'Ivoire aussi. Donc voilà, nous sommes en train de développer le réseau Kouma à travers une association qui s'appelle l'association Ndjeli. C'est en fait une construction qui signifie le chemin de la connaissance en langue bassa au Cameroun. Et donc cette formation en fait se décline en 3 temps. On va qualifier en fait en 3 ans, mais ce n'est pas tout à fait des années au sens, j'allais dire, scolaire du terme, parce qu'on peut, c'est une formation qui s'échelonne en 3 temps, on va dire. Okay. Donc il y a le niveau débutant, intermédiaire et expert en quelque sorte. Hein. Les termes peuvent changer, mais en fait c'est ça l'idée. Et elle se fonde sur un ensemble de fascicules que nous avons publiés dans ce cadre-là. Et c'est une formation intensive en fait, qui lorsqu'elle a lieu prend un temps habituel de 2 semaines pour ce qui concerne donc un module. Un module dure environ 2 semaines. Et voilà, dépendamment des modules. Donc nous traitons essentiellement donc, des caractères sacrés égyptiens, la civilisation égyptienne dans son contexte négro-africain, la famille égyptienne, la médecine en Égypte, bref, un ensemble de choses, l'architecture égyptienne, l'art, etc., les jeux en Égypte antique, bref. Nous questionnons les principaux piliers qui font de cette civilisation, enfin, qui donnent à cette civilisation d'avoir un intérêt pour les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara ou pour l'humanité tout simplement, parce que ce traitement est fait par le moyen des langues négro-africaines qui ont l'avantage en fait d'expliquer plusieurs aspects de cette civilisation de manière tout à fait remarquable. La formation est faite dans l'idée qu'on peut y accéder sans avoir aucune idée de ce que c'est que la civilisation égyptienne. Aucune idée, il n'y a pas de prérequis de ce point de vue-là, puisqu'on sait très bien qu'on part d'un postulat, celui selon lequel la plupart des Africains ne savent pas même que cette civilisation est africaine, que la civilisation égyptienne est africaine. Voilà. Donc on part de ce postulat et la formation est construite avec l'idée précisément d'amener les uns et les autres à s'approprier cette réalité, la réalité que fut cette civilisation à travers des outils, donc les hiéroglyphes notamment, la langue copte aussi. Nous travaillons beaucoup avec le copte et voilà. Donc ce sont des choses en fait qui servent à la mise en œuvre, ou en tout cas à l'enseignement de ce que j'appelle les piliers de cette civilisation. Parce que cette civilisation a touché à tous les domaines et il est précisément question pour nous, à travers ces formations, bien de le rendre intelligible pour la plupart des personnes. Donc il n'y a pas de prérequis en tant que tel, il s'agit simplement de frapper à la porte et de se voir ouvrir cette porte et puis simplement voilà, prendre connaissance de ce que nous faisons sans avoir peur de ne pas comprendre ce qui peut être dit, parce que c'est précisément le postulat de départ. Le postulat de départ consiste à se dire que la plupart des gens ne savent pas que cette civilisation est africaine, donc on part de là pour construire cette formation. La méthode Kouma m'intéresse. Comment est-ce que je peux faire pour l'apprendre ? En ce moment, c'est Ndjeli qui, en fait, travaille à la vulgarisation de la méthode Kouma, de cette formation. Bientôt, nous aurons des plateformes en ligne parce qu'on a compris que pour plusieurs personnes, ce n'est pas toujours évident de se déplacer dans les villes où les formations sont données. Donc, nous avons décidé donc, de débuter à partir du mois d'octobre. Voilà, une expérience via l'outil Internet
Et voilà, ce sera beaucoup plus accessible pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre à Paris, à Marseille ou en Guadeloupe ou en Martinique. Je souhaite être à jour dans vos travaux. Quels sont les outils que vous mettez à ma disposition? C'est principalement, il faut le dire, sur Facebook que je connais une activité. Instagram, Twitter, bon, je ne suis pas familier de ces lieux, même si on m'a souvent dit qu'il fallait peut-être s'y intéresser, mais voilà. Et naturellement, Facebook suffit en fait, parce que l'essentiel de ce qui se passe en termes d'activité est souvent annoncé via ce média. Il y a quelques vidéos en fait sur YouTube qui rappellent le travail qui a déjà été fait. Et il y a des ouvrages aussi, parce qu'il faut quand même le dire, je m'exprime essentiellement à travers les livres. À travers les livres, même si je donne de ci, de là des conférences de temps en temps, l'essentiel de mon travail se trouve quand même dans les livres. Voilà. Donc, mais voilà, c'est pour dire les choses, c'est essentiellement sur Facebook. Parfois, dans des radios, quand je me déplace, ou à la télévision, parfois, dépendamment des pays. Mais c'est essentiellement, la plupart des activités qui sont les miennes sont annoncées sur Facebook.